Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Pratiquement 100% des volontaires, je parle pas des filles dans les réseaux, hein, des volontaires ont été victimes, ont été conditionnés. Abus, viol, agression, violence familiale, conjugale, enfin bon, il y a tout un panel. Aussi à l'école, je veux dire, la violence, voilà, on est construit comme ça. Et puis, moi je dis que c'est une maladie. Alors, je ne sais pas, pour moi je l'ai vécu comme ça, comme une maladie. Et j'ai réussi à en guérir. Je suis un cas exceptionnel certainement parce que très peu de femmes, toutes celles que j'ai au téléphone, en message, sont toutes détruites, hein, dépressives, suicidaires. Elles vivent vraiment, elles sortent à pied de l'eau et pouf, elles plongent complètement. Hein, c'est une catastrophe. Hein. Et c'est vrai que voilà, c'est une construction. Et aucune femme n'est volontaire, toutes celles que j'ai entendues à l'intérieur, en baroque, en salon de massage, dans la rue et après, elles ont toujours un espoir que ce ne soit qu'un tremplin. C'est pour payer des factures, c'est pour construire. Et en fait, c'est voilà, une chose qui dure, qui devient une habitude. D'abord, il y a des résultats quand même, puisque chaque année, il y a environ une cinquantaine de réseaux qui sont démantelés. Et grosso modo, statistiquement, il y a entre 350 à 450 procès faits à des proxénètes. Quand je dis proxénètes, ce n'est pas forcément des proxénètes intégrés dans des réseaux. Mais votre question est très intéressante parce qu'elle émane d'une journaliste. C'est l'absence de répercussion de ces résultats, qui sont encore insuffisants, très décevants, est à la hauteur de l'intérêt, je ne fais pas le procès des médias, c'est un constat, de l'intérêt que l'on porte à ces questions médiatiquement. C'est une réalité. Peut-être que s'il y avait un suivi plus grand des procès qui sont faits et notamment la description des conditions qui sont infligées aux femmes qui sont asservies dans ces réseaux, peut-être qu'effectivement l'opinion publique serait un peu plus alertée. Il y a un autre point qui est très important, c'est que la lutte contre le proxénétisme et les réseaux est une lutte qui est difficile. Parce que, à la différence de ce qui se passe notamment avec le trafic des stupéfiants, c'est qu'on dit trafic de traits humains, réseau, et vous avez souvent des jeunes femmes qui viennent de tel ou tel pays, que l'on exporte, que l'on intègre, que l'on va insérer dans un réseau prostitutionnel, et puis à la famille qui reste sur place. Quand je dis la famille, ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs, et donc il y a une grande difficulté à assurer une lutte efficace, en même temps à assurer la protection de celles et ceux qui restent au pays, et qui sont parfaitement identifiés par les trafiquants et les proxénètes. Si tu parles, peut-être que je vais être trivial un instant, peut-être que je ne vais pas te choper, mais en revanche, tu sais ce qui va arriver à ta mère, à ta cousine, à ta grand-mère ou à tes parents. Et c'est pas de la fantasmagorie ou du fantasme, c'est la réalité sur le terrain. Je ne peux pas parler, je n'ai pas envie que ma famille en paye le prix. Ça arrive, ça, excusez-moi, ça arrive. Ça arrive. Qu'on massacre une famille parce que la prostituée... Oui, en Afrique de l'Ouest, au Nigeria par exemple, au Ghana, il y a déjà eu des cas de figure. Donc c'est une réalité auxquelles sont confrontés les services de police, de justice et aussi toutes les associations qui viennent aider sur le terrain et qui essayent de provoquer la libération de la parole et de la dénonciation. Et puis, dans le même temps, il y a aussi une autre réalité. C'est difficile de dénoncer son proxénète lorsqu'il est son mari ou son frère aîné. C'est difficile dans une ville de province de prendre la parole et de se retrouver tout d'un coup indiqué comme la femme qui a là aussi des guillemets, la cuisse légère ou des mœurs légères et qui monnaie son corps, c'est quand même ultra compliqué. Donc ça ne va pas de soi.
Et cette loi, en abolissant le délit de racolage d'une part et en pénalisant le comportement des consommateurs, rétablit la juste mesure des valeurs. Et donc envoie un message très fort qui consiste à dire attention, on ne se trompe plus de combat. Maintenant, c'est interdit. Emmanuel Daoud a cité les parents, les cousines et les enfants aussi. Il y a énormément de femmes, par exemple d'origine roumaine et bulgare, je dirais presque une majorité statistiquement, qui ont un enfant au pays. Le scénario c'est toujours le même, vous rencontrez une femme qui a 19 ans, qui est déjà mère d'un enfant de 3 ans, le père n'existe plus, c'est le quotidien des sorties hebdomadaires sur les prostitutions, des femmes très jeunes qui ont un enfant au pays, et où il n'y a plus de père, et l'enfant est dans la famille. Et là, il y a deux réalités. Il y a la peur des représailles sur la famille, sur l'enfant, etc. Et il y a aussi une autre réalité, et c'est vrai aussi pour le Nigeria, parfois l'implication des familles elles-mêmes, ou une tolérance où on a fait semblant de croire que oui, notre fille part pour quelque chose, mais en fait on sait très bien qu'elle part dans un réseau de prostitution. Et du coup, la difficulté, et c'est la deuxième réalité que touche Emmanuel Daoud, et je ne sais pas, peut-être que l'une d'entre vous pourra en dire quelque chose, quand c'est dans le cadre familial, Ula, dans les années 75, qui était la leader des prostituées libres indépendantes, qui se battaient, etc., qui disait partout « j'ai pas de proxénète ». Quand elle a quitté la prostitution, elle a dit une seule chose « comment vous avez été assez con pour me croire, mon proxénète c'était mon mari ». Mais mon proxénète, je l'aimais. Et mon proxénète, je l'aime encore. Donc on est dans des relations et des injonctions psychologiques qui sont extrêmement complexes et qui nous ramènent à d'autres sujets, par exemple les violences conjugales. Que dit la personne victime de violences conjugales tant qu'elle ne s'est pas séparée de son conjoint ? Elle justifie sa situation, elle est capable d'aller le défendre devant un réseau, elle tait les violences, elle banalise. Et pourquoi elle le fait ? Parce qu'elle a raison et parce qu'elle en a besoin pour préserver sa dignité. Et ça, c'est extrêmement complexe, le discours des personnes prostituées. Tant qu'on est dans la prostitution, la violence est tellement forte qu'on ne peut pas, soit on y est, on la dénonce, mais c'est qu'on en est déjà sorti, soit on y est et on l'assume publiquement, mais c'est impossible, soit on se tire une balle, parce que c'est tellement violent, soit on se tait, on justifie et banalise, parce que personne, nous tous y compris, prostitution ou pas prostitution, personne n'est à l'aise à les mettre sur la place publique, ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, ce dont on n'est pas fier, etc. Donc le poids de la honte, des relations familiales, il y a énormément de proxénétisme qui démarre dans le milieu familial, et quelque chose qui tue toute velléité de parler, de dénoncer, etc. Et c'est vrai que la proposition de loi, encore une fois, pour nous il faut être très clair, cette proposition de loi abolitionniste, c'est pas le point final, c'est vraiment le point de départ. La seule chose qu'on demande, c'est de travailler dans un cadre cohérent. Est-ce qu'on a le droit en France d'avoir un cadre cohérent qui remet les choses à leur place et à partir duquel on va travailler, et qui effectivement va être compliqué, demandera d'être évalué, ne sera pas parfait, aura peut-être même des effets pervers, mais un cadre cohérent. Et dans ce cadre cohérent, il y a l'inversion de la charge pénale qui est fondamentale, et en disant aux personnes qui ont connu la prostitution, libre, pas libre, consentante, assumée, pas, etc., fondamentalement vous êtes des victimes. Ça ne veut pas dire que vous êtes des merdes, je suis désolé, hein, parce qu'on nous dit oui, il ne faut pas victimiser les personnes. Dire que vous êtes des victimes, c'est pas un statut, c'est pas une étiquette. Enfin, si, c'est un statut justement. C'est pas une identité, c'est un statut. On peut être reconnu comme victime pour ensuite pouvoir s'en sortir, affirmer des droits, se reconstruire, etc. Donc c'est vraiment ce tremplin. Par rapport à l'exemple donné où effectivement dans les contextes, je reviens, enfin voilà, j'ai eu cette conversation tout à l'heure où moi mon proxénète était mon père, donc forcément il y a l'obéissance, la petite fille qui obéit à papa et qui se retrouve là et forcément peut crier au secours. J'ai effectivement crié au secours en lançant des appels au secours sans dénoncer vraiment la personne, mais parce qu'il y avait le lien affectif, le côté affectif, et me renvoyer à l'image, me renvoyer en pleine figure que c'est finalement la personne qui aurait dû plus me protéger, qui m'a emmenée dans cette descente aux enfers. C'est pas... Tant qu'on reste dedans, effectivement, on ne peut pas le faire. C'est vraiment une fois qu'on est sorti, qu'on peut identifier ça et qu'on peut, j'ai envie de dire, se le prendre en pleine figure. Mais tant qu'on est dedans, c'est compliqué. Je voudrais juste ajouter un mot par rapport à cette idée temporelle, en tout cas pendant et après. C'est vrai que moi, les patientes que j'ai vues,
pendant qu'elle se prostituait, enfin certaines continuaient à le faire, mais la plupart, les 3/4 en tout cas, avaient arrêté, disaient bien qu'elle pensait qu'elle l'avait fait de façon occasionnelle, en appoint, pour des raisons financières. Hein, ça, j'ai jamais rencontré de prostituée qui l'avait fait pour le plaisir, il paraît que ça existe, mais en tout cas je n'en ai jamais rencontré. En tout cas, elle l'avait fait donc clairement pour de l'argent et occasionnellement, et pensait qu'elle pourrait tourner la page facilement et repasser ensuite à une vie, voilà, séparer les choses. Et en fait, non, malheureusement, notre cerveau et notre corps ne sont pas faits comme ça, on ne peut pas séparer aussi facilement. Donc, il ne faut pas entretenir non plus cette idée qu'il y a un moment de la vie qui peut être difficile et ensuite, on en est sorti. Heureusement, pour les thérapeutes, c'est important, on y croit, on sait que la guérison est possible, ou en tout cas, adoucir les souffrances et adoucir les traumatismes. Pas non plus imaginer qu'on a des baguettes magiques, mais en tout cas, on peut retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle joie de vivre avec son corps et dans sa sexualité. C'est possible, mais c'est un chemin difficile, c'est un chemin long et certainement pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je voulais prendre la parole pour apporter un autre témoignage, puisque comme je joue un spectacle là, depuis 3 ans sur l'égalité homme-femme, j'ai beaucoup de témoignages de femmes, d'hommes qui me parlent. Alors, moi, ça traite plus de l'égalité professionnelle et de l'égalité femmes-hommes en général dans notre société, mais bon, tout se retrouve. Hein. Et notamment, j'ai eu le témoignage, là c'est vraiment en relation avec ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, je pense. C'est que, voilà, j'ai eu un homme qui est père de famille, qui s'occupe beaucoup de ses enfants, qui va chercher sa fille de 13 ans et demi en classe. C'est une famille où il parle beaucoup. Et il va chercher sa fille et elle faisait la gueule, bon, la gamine et tout. Et il lui dit, mais je comprends pas, on devait ramener ta copine et tout. Ah, ne parle pas d'elle, c'est fini, je ne vais plus la voir de ma vie. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, voilà, un peu léger, il disait, ah, et il la pousse un peu. Il lui dit, non, je ne lui parlerai plus jamais parce qu'elle casse les prix. Donc là, il fait, oui, attends, oui quoi, papa, on avait dit qu'on faisait les pipes à 25 € et elle les fait à 20. Donc là, évidemment, il était en voiture, il a freiné, là, il s'est garé, il a dit non, attends, là, mais oui, quoi, papa, à 10h du matin, à la récré, on fait des pipes aux garçons dans les toilettes et on les fait payer 25 €. Donc je dois dire que c'est un témoignage qui est bouleversant, qui après a été corroboré par d'autres témoignages de cellules de parole qui reçoivent des parents, hein, et aussi de profs. Donc c'est pas un témoignage isolé et je pense que là c'est très grave parce que ça veut dire que c'est banalisé, qu'on vit dans une société où le porno a envahi tout. Et moi je trouve que dans les médias télévisuels, voilà, les filles sont lookées hyper féminisées et je suis désolée, comme dans les films porno bien souvent, même pour présenter une émission de variété. Ce qui fait que les gamines, voilà, elles sont déconnectées, elles pensaient absolument pas, pour elles c'est pas de la prostitution, c'est normal quoi. Voilà. Et ça je trouve que c'est grave enfin c'est terrifiant, moi ça m'avait vraiment terrifiée et je trouve que justement tout le travail là qu'il fait pour attention quoi, prostitution, c'est de la prostitution et où est-ce qu'elles vont, jusqu'où elles vont aller quoi. Si à 13 ans et demi c'est déjà comme ça. Et apparemment, ça se fait beaucoup en France, dans pas mal de collèges. Donc, enfin, j'ai reçu plusieurs témoignages dans ce sens. Moi aussi. Voilà, toi aussi. Ouais, non. Alors moi, je vais suivre un petit peu Blandine. Un jour, vous savez, comme je suis une prostituée, je suis une poubelle, on décharge le sperme, les mots, les histoires. Je ramasse tout, moi. Je suis le conteneur. Et un jour, j'étais dans un bar en train de discuter avec des gens. J'ai un voisin, premier. Moi, je suis au 3e, qui vient me dire bonjour. Et en face de chez moi, j'avais une petite gamine qui s'appelait Gélana, mais ça, c'est pas à retenir. Hein, elle avait 13 ans. Et il vient, et il me dit, j'ai fait un super coup hier. Je me suis fait sucer pour 5 €. Alors je le regarde, c'est un vieux con, il a 55 ans, il ressemble à rien, il pue. Sa femme s'est barrée parce qu'elle n'en pouvait plus. Et je lui dis, mais t'as fait ça où? Il me dit, dans la cave, Gélana.
Et là, vous savez, vous avez envie de tuer. Parce que Djelana avait le même âge que ma fille, pratiquement. Et s'il a fait ça, Djelana, pourquoi ne le ferait-il pas à ma fille ou à celle de la voisine? Et c'est une histoire qui est tellement dure, mais tellement vraie et triste. C'est comme ça. Ce sont des peurs. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très important dont on ne se rend pas compte, c'est que on a tous en tête ce qui est normal dans la sexualité. C'est-à-dire qu'on a intégré des normes, après on s'autorise ou pas des écarts assez énormes, on se dit bon ok, c'est normal de faire ça, moi je fais un peu comme ça ou je fais un peu comme ci, d'accord, mais on intègre tous des normes de voilà, ça c'est normal dans la sexualité. Et parfois on a tort. La norme selon laquelle les hommes auraient des besoins qu'ils ne sont absolument pas capables de contrôler alors qu'ils ont quand même un cerveau, voilà, c'est tellement répété que même les garçons eux-mêmes qui ont les moyens, les capacités de contrôler ces pulsions, on ne parle pas de certains pervers ou certains psychopathes, mais ceux qui ont les moyens de contrôler, ont l'impression qu'on les a autorisés à un moment à se libérer, à lâcher, peut-être dans un contexte, peut-être en voyage, peut-être en ayant bu, peu importe, mais ils ont intégré la norme selon laquelle ils auraient le droit, on retombe sur le juridique, mais en tout cas, ils auraient le droit, oui, d'acheter, alors peut-être de violer aussi, hein, mais en tout cas, d'acheter le corps de la femme, d'acheter sa sexualité. Donc, ces normes internalisées qu'on véhicule tous, d'ailleurs, hein, sans s'en rendre compte, qu'on répète à longueur de temps, font que, eh bien oui, des enfants, des jeunes garçons, des jeunes hommes, peuvent intégrer la norme selon laquelle le corps de la femme, oui, ça peut se vendre, ça peut s'acheter, ça peut se manipuler, ça peut se traumatiser, on peut lui faire mal, bref, tout est permis avec le corps d'une femme. Et ça, effectivement, ça vient du porno, mais ça vient aussi de tous ces messages qu'on répète sans s'en rendre compte. Et cette culture, finalement, ça parle de la culture du viol, mais en tout cas, cette culture de la domination, et pour les femmes, de la soumission au désir de l'homme qui serait normal. Alors moi, j'ai envie de leur dire, on va continuer à travailler. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de clients. Elles peuvent continuer à travailler, hein. C'est pas, moi personnellement, je les empêche pas de travailler. Moi, mon devoir aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est de protéger celles qui me demandent aujourd'hui d'intervenir. Et pour cause, parce que je sais ce que c'est. Il faut mettre des barrières, parce que l'histoire de Djelana, c'est l'histoire de toutes les prostituées, et c'est comme ça qu'on commence à se prostituer. C'est-à-dire que c'est un bonbon contre une pipe, c'est une sucette contre une pénétration, c'est 5 €, mais sans préservatif, hein, je vous signale quand même. Hein. Alors moi, qu'elle continue à travailler, moi, c'est pas mon problème hein, si elle bosse. Hein. Moi, mon problème, c'est de protéger celles qui sont victimes, celles qui sont dedans et qui demain en sortiront, et qui demain, on en fera des superbes femmes. Vous savez, quand vous avez une gamine de 15 ans, qui est complètement détruite parce qu'elle est obligée de se droguer, parce qu'elle est obligée de boire, parce qu'elle ne tient plus debout. Vous savez, elles ont une démarche, elles sont violées. Et que demain, on verra une superbe fleur revenir à la vie. Moi, c'est mon travail aujourd'hui. Mes 22 ans doivent me servir à ça. Or, le stress, elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de vendre leurs fesses, si elles ont envie de continuer à pourrir la société, qu'elles le fassent. Je crois que c'est pas parce qu'il y a une minorité qui va se faire entendre en disant laissez-nous travailler, alors que la majorité sont dans la souffrance et vivent de la violence et demandent à sortir de ça. On ne peut pas accepter que ce soit la minorité qui gagne et qui ait raison sur ça, parce qu'elles ont envie de continuer vers cette destruction-là. Je suis désolée, comme je suis beaucoup en voyage en ce moment, parce que je continue à jouer tous les lundis à Paris, mais je suis en tournée le reste de la semaine, un peu partout en France et aussi Belgique, Suisse. Donc je ne sais pas ce qu'a dit Catherine Deneuve. C'est plutôt dans le sens... Elle a signé la pétition d'Antoine contre la pénalisation. Ah, d'accord. Bah. Je ne sais pas, à juger... Ça me choque. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'en tant que femme, on ne peut... Enfin... peut être que solidaire de la souffrance des autres femmes. Enfin, moi, je ne peux pas me désolidariser
surtout avec tout ce que j'entends, tout ce qu'on me raconte et tout. La réalité de la prostitution, effectivement, voilà, il y a une minorité qui s'exprime et laissez-nous travailler, mais la majorité, elle est silencieuse et elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas s'exprimer. Donc, bon, après, chacun fait les déclarations. Je crois aussi que c'est le message à faire passer, aussi Catherine Deneuve, mais aussi à Elisabeth Badinter, c'est que quand on ne connaît pas un sujet, on a le droit de se taire. Voilà, c'est tout. Je voudrais rajouter par rapport à la question que vous posez sur la parole de celles ou de ceux qui disent je suis libre, laissez-moi faire ce que je veux. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, il faut entendre, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand on est dans la prostitution, on dit j'assume, j'assure, laissez-moi faire ce que je veux. C'est ce que nous disent toutes les personnes qu'on rencontre sur les lieux de prostitution, presque toutes, dans un premier temps. Tout va bien, surtout n'approchez pas. C'est même une façon de se protéger. Si tout va bien, il faut pas venir voir. Le problème, c'est que toutes ces personnes, dans un second temps, nous disent un jour comment on fait pour s'en sortir, je n'en peux plus. Donc il y a la question du temps et du fait que quand on subit une violence extrêmement lourde, on ne peut pas forcément la dénoncer. Et quand on ne peut pas la dénoncer, qu'est-ce qu'on fait? On la justifie, on la banalise, etc. Ça, c'est un premier élément. Et on a des exemples, je ne veux pas t'offenser Rosen, mais de Rosen qui dit elle-même que quand elle était dans la prostitution, elle disait j'assume, j'assure, je suis fière, je fais. Et elle s'est même engagée pour que la prostitution soit reconnue, encadrée, jusqu'au moment où elle n'en pouvait plus, elle s'en est sortie, etc. C'est la même chose de Hula, qui était la plus grande leader, etc. Donc moi, des personnes prostituées qui affirment j'assure, laissez-moi faire ce que je veux, on en a rencontré d'un point de vue historique énormément, qui ensuite ont dit autre chose quand elles sont sorties. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le strass. Le strass, il faut être très clair. C'est pensé et fondé par des hommes, donc déjà, ce n'est pas des femmes, qui s'appellent maîtresse Gilda, maîtresse Zeta, maîtresse Nikita, etc., qui sont des hommes qui sont dans le dominatrix. Donc le dominatrix, c'est le sadomaso, qui eux sont du côté sado, donc c'est des hommes dominants, qui sont payés par d'autres hommes pour les fouetter, les humilier, les sodomiser, etc. C'est pas un secret, ils le mettent sur leur site internet. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir qu'ils fassent ça. Par contre, que ces hommes-là tiennent le pavé dans les médias pour dire nous, les putes, fières, libres, indépendantes, toujours au féminin, alors que ce sont des mecs, hein, et qui publient et qui parlent au féminin alors que ce sont des hommes, et qui parlent de leur réalité effectivement dominante. C'est des mecs qui sont payés pour soumettre d'autres à leur délire sado. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que c'est pas la réalité de la prostitution. Le problème, c'est que le système médiatique qui a besoin de cette parole des prostituées, et bien quelle option il a? La première option qu'il a, c'est le Strass qui à gogo peut dire bah, nous on est là, on est disponible, venez nous interviewer, on est fiers, on assume, on vous fait les manifs, le parapluie rouge, le string rose, la perruque, on y va, les masques dans la rue, avec des personnes prostituées chinoises qui parlent pas un mot de français, qui ont des panneaux qui ne savent pas pourquoi elles sont là, etc. Donc, il y a une demande de la parole des personnes prostituées. Or, cette demande, celle qui sort, c'est celle-là, qu'il faut recontextualiser. Celle qui ne sortira pas, ben, c'est toutes les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. L'autre jour, j'ai entendu une femme prostituée lutter contre la pénalisation à la radio, j'étais sur le même plateau qu'elle, et qui disait, pour toutes les autres, évidemment, celles qui sont exploitées, bien sûr, pour la génération d'après, évidemment, mais pour moi, arrêtez de m'emmerder, comment je gagne ma vie demain, etc. Et puis à un moment, on lui demande, mais vous n'avez pas un proxénète? Et elle dit, bah non, attendez, si j'ai un proxénète, je ne serais pas à la radio. La réponse, elle est là, c'est que celles qu'on entend, par définition, c'est celles qui peuvent et qui veulent dire je suis. Mais ceci étant dit, il n'y en a pas beaucoup, et ce sont des hommes. Des hommes, parce que je faut être très précis sur le Strass, hein, le Strass, des hommes dont les fondateurs ont fait des ateliers, par exemple, avec textes que vous trouvez sur Internet, qui expliquent aux femmes prostituées qu'il faut qu'elles taisent la violence qu'elles ont subie. Il faut refuser de dire dans les médias la violence qu'on a subie, qu'on a vécue, et se concentrer sur la seule vraie violence. Et la seule vraie violence, c'est qui? C'est nous. La seule vraie violence des prostituées aujourd'hui en France, c'est les putophobes. Les putophobes, c'est ceux qui ont le culot de dénoncer la violence de la prostitution, et qui, parce qu'ils dénoncent la violence de la prostitution, sont des criminels. Pourquoi? Parce que la prostitution, ça ne pose pas de problème. Si on disait enfin que la prostitution c'était bien, les personnes la vivraient bien. Vous voyez le discours? Le discours, c'est comme sur... On nous explique que les psychiatres, il y a 30 ans, disaient aux homosexuels que c'était pas bien, du coup qu'ils le vivaient mal. Eh bien nous sommes pareils, nous sommes des putophobes, qui à force de dire que la prostitution pose des problèmes, que c'est une violence, nous sommes les salauds qui sont responsables du fait que les prostituées le vivent mal. Et si on n'existait pas, elles le vivraient bien, on se tairait et tout irait bien. C'est ça le discours du Strass.
Donc il faut, voilà, moi je dis les choses, il faut dire les choses très clairement, c'est absolument pas représentatif, c'est pensé par des hommes, et puis il y a aussi cette parole qui va évoluer. Et puis sur le consentement, je veux dire quelque chose quand même qui me frappe, parce que la société française, en termes d'analyse, parfois est tombée bien bas. On nous dit, Elisabeth Badinter, hier, nous dit, les perles, hein, l'État n'a pas à légiférer sur l'activité sexuelle. Bon, excusez-nous, il y a deux options. Soit on dit, effectivement, c'est pas de l'activité sexuelle, c'est de la domination dans le champ de la sexualité, et on a le droit de lutter contre la domination. Soit dans ce cas-là, on ne lutte plus non plus contre le viol, le harcèlement sexuel, la pédophilie, parce que c'est l'activité sexuelle, il faut choisir. Ensuite, elle dit, je ne vois pas comment on peut interdire à des hommes d'acheter si on permet aux femmes de vendre, ce n'est pas possible. Pour une philosophe, bravo. Le SMIC, il y a des gens qui, parfois en situation irrégulière, dans certains contextes, consentent à travailler pour moins que le SMIC. Ils ne sont pas forcés, personne ne les force, ils consentent à travailler pour moins que le SMIC, ils sont peut-être même bien contents de travailler pour moins que le SMIC parce que c'est mieux que de ne pas travailler du tout. Est-ce qu'on les condamne? Non. Est-ce qu'on condamne systématiquement leur employeur qui paye quelqu'un moins que le SMIC, même si le salarié est consentant? Évidemment. Quand quelqu'un se sépare d'un rein pour vivre ou pour survivre, parce qu'il a besoin de 30 000 € tout de suite, et qu'il n'est pas forcé à le faire, et qu'il est consentant, est-ce qu'on le condamne? Non. Est-ce qu'on condamne la personne qui veut acheter ce rein? Évidemment. Donc il y a des situations, et ça c'est oublié dans un grand point de rencontre magnifique entre le libéralisme et les libertariens, ce point de rencontre où on oublie que le consentement ne vaut pas liberté, et que le consentement vaut encore moins émancipation dans une société inégalitaire. Sinon, c'est la loi de la jungle, on abroge le contrat social, on n'est pas obligé non plus d'avoir un droit du travail. Si les salariés... Alors cet argument, c'est amusant parce qu'on l'entend chez les politiques sur le travail du dimanche. Sur le travail du dimanche, on dit oui, mais attendez, c'est pas parce que les salariés seraient d'accord de travailler avec le dimanche qu'il faut légiférer sur le travail du dimanche, parce que c'est quand même les plus précaires qui vont être réduits à travailler le dimanche et qui sont libres de... Ben, est-ce que ce ne sont pas les plus précaires qui sont réduits à travailler pour moins que le SMIC, qui choisissent de travailler pour moins que le SMIC? Est-ce que ce ne sont pas les plus précaires qui choisissent de se séparer d'un rein pour vivre? Est-ce que ce ne sont pas les plus précaires qui choisissent, heureuses, fières, de se prostituer? Donc je crois que sur la notion du consentement, il y a un gros travail à refaire, y compris au niveau de nos plus éminentes philosophes. Juste une précision, attention aux métaphores, c'est bien que ce n'est pas intentionnel, mais prendre la métaphore du travail du dimanche, qui dans un sens a des avantages évidemment, est aussi très dangereuse parce que dans un autre, ça pourrait laisser penser qu'on parle d'un travail commun. Oui, tout à fait, merci. Donc, voilà, je reprends bon. C'est tellement loin de moi que oui, je sais très bien, mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens, ne nous l'aurons pas, il y a tellement de gens qui pensent que oui, ça peut dans certaines conditions être un travail comme un autre. Il y a tellement de gens qui pensent ça, tellement d'hommes qui le pensent, que vraiment, je ne pouvais pas laisser passer. Ah, mais il faut, merci. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.